Bonjour, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur les bords de Loire pour vos nouvelles échappées belles. Je viens d'arriver à Saumur et ce qui m'a marqué en découvrant ce coin de France, c'est le côté très paisible qui y règne, avec ce fleuve évidemment, les ponts de pierre, les petits bateaux en bois. Et j'espère vraiment que c'est la sensation que vous ressentez en découvrant ces paysages avec moi. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte d'une partie de ce fleuve, de Saumur jusqu'à l'océan. La Loire, c'est le plus long fleuve de France, un peu plus de 1000 km qui partent des contreforts de l'Ardèche jusqu'à l'Atlantique. Et pour réaliser ce trajet, j'ai décidé de louer un vélo électrique. C'est ce que font beaucoup de gens qui viennent ici, parce que ces bords de Loire sont très prisés par tous les amoureux du vélo. Salut Vincent! Salut Ismaël! Ça va? Ça va et toi? Bah, très bien, enchanté! Enchanté, t'as fait bonne route? Ouais, super, vraiment. Impeccable! Est-ce que tu veux que je fasse un petit check-up de ton vélo? Ouais, carrément! Allez, ça a l'air d'être bien gonflé à l'avant. Bon, c'est toi le spécialiste des vélos en même temps. Hein. Bon écoute, c'est bon. Hein. Bon alors fais-moi rêver, qu'est-ce qui nous attend sur le chemin? Eh bien on va voir les châteaux, les maisons troglodytiques, le vignoble et la Loire. Ah, c'est pas mal ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, j'ai l'impression. Et je pense que ça va vraiment vous plaire. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, coupez votre téléphone portable, prenez une bonne respiration. C'est vraiment un voyage dans la douceur de vivre que je vous propose ce soir. Alors parez pour l'aventure, c'est parti! Pour Ismaël Khelifa, le bonheur, c'est simple comme un deux roues. Je savais qu'avec toi, on allait sortir des sentiers battus, mais là, on y est. Hein. Aujourd'hui, le luxe est à la lenteur. Et moi, je suis quelqu'un de très speed. Ça devenait évident de faire ce genre de voyage parce que ça me permettait de voir les choses d'une autre manière. sur les pistes cyclables, on n'est jamais vraiment seul. La Loire à vélo, c'est un axe qui est très fréquenté maintenant, qui est très connu. Il y a à peu près 800 000 à 1 million de vélos par an. Et pour moi, c'est mon équilibre, c'est le vélo. Donc travailler à vélo, finalement, ça me fait vraiment du bien. Une échappée au fil de la Loire. Et moi j'aime bien l'hiver, quand les courants sont puissants, quand la nature est présente. Tu vis une expérience plus puissante que celle que tu peux vivre en Antarctique. Exactement. Là je cherche le silure. On a quand même des spécimens qui peuvent atteindre 2,50 m. Vivez la passion du vélo. Ici, il n'y a pas de voiture classique. C'est une espèce de voiture vélo. Un vélo-car. Dans un voyage historique. Alors voilà, ce vélo, c'est vraiment le tout premier vélo qui a été utilisé pour la randonnée. Spirituel. Être chrétien, c'est un peu comme rouler en vélo la nuit. Et tonique. J'ai commencé les compétitions en 1971. J'ai dû faire environ 600 000 km et puis peut-être 2000 courses. Aux copains du bord de Loire. Bienvenue sur les bords de Loire. J'ai l'impression que la vie est plutôt agréable à Saumur, Vincent. Oui, on est bien ici parce qu'on est dans un microclimat qu'on appelle la douceur angevine. Ici, on nous appelle les Ligériens. Ce sont les gens qui habitent sur les bords de Loire. On a toujours cette réputation d'être des gens cool qui vivent au rythme de la descente du fleuve. Ok. Voilà. Pour toi qui es guide à vélo ici, Vincent, qu'est-ce qui rend Saumur si exceptionnel? Déjà, son grand passé historique. Pour une petite ville de 25 000 habitants, on a quand même 64 monuments historiques. Et puis surtout la richesse que la Loire nous a apportée, avec les bateliers, la marine. C'était à quelle période ce commerce si important sur la Loire? Alors l'apogée, ça a été au XVIIIe siècle. On avait à peu près un bateau toutes les 10 minutes qui passait sous les ponts de Saumur. Ah oui, ok, ça a vraiment été un haut lieu d'échange. C'est trop rapide pour moi, Vincent. Tu vas voir un truc extraordinaire. Ok, allez, j'essaye de te doubler. Ah! On est où là alors? Alors là, on a la Motte Chandelier. Ça s'appelle le château de la Motte Chandelier. La Motte Chandelier, oui, tout à fait.
Et du coup, là, on va avoir un bel élan de solidarité parce que ce château, il était en ruine et il y a toute une équipe qui s'est mise autour de ça, des bénévoles, pour le préserver. Il a brûlé en 1932 et en fait, maintenant, les propriétaires, c'est les arbres, quoi. Il est somptueux, ce château. Tiens, regarde là, regarde le petit noisetier, hop, c'est exceptionnel, on ne se rend pas compte, il n'y a pas du tout de sol, il n'y a pas de terre, c'est des arbres qui poussent, qui se développent sur une ancienne cour pavée de château. Waouh! Déjà de l'extérieur, c'est très impressionnant, mais là on arrive vraiment dans un... Voilà, c'est le jardin d'Éden. Hein. Ouais, il y a un peu ça. La nature a repris ses droits ici. Hein. Ismaël, je vais te présenter Arnaud. Oh, Arnaud. Bonjour tout le monde. Ça va mon ami? Ça va? Ouais, la forme. Salut Arnaud. Salut. Enchanté Ismaël. T'es le maître d'œuvre du projet là, c'est ça ou... Ah là oui, effectivement, moi je suis architecte paysagiste et je suis le projet depuis sa création. Donc tu vois, ça fait 3-4 ans maintenant. Là, on est sur une petite passerelle qui nous empêche d'abîmer le sol du château. Hop là! Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous allez supprimer toute la végétation pour reconstruire le château. C'est quoi le projet des gens d'ici alors? Surtout pas. Il s'avère que c'est un équilibre très stable entre la ruine et la végétation. Et il faut absolument conserver ça en l'état. Donc éviter qu'elle se dégrade plus avec des passerelles qui vont permettre de circuler tout à l'intérieur de ce bâtiment. Mais aussi découvrir toutes les sculptures qui sont faites sur le bâtiment, qui ont été faites au 19e siècle et qui sont d'une richesse aussi assez exceptionnelle. C'est l'incendie qui a détruit le château, c'est pas la végétation. Ouais. La végétation l'accompagne, la végétation la met en valeur. Ça fait la ruine la plus romantique des châteaux de la Loire. Hein. Bon, on va peut-être leur donner un coup de main. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider alors? Eh ben, on va aller arroser les rosiers qui sont à l'intérieur du château. D'accord. Eh ben, tiens, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. T'as vu ça, Vincent? Ah, effectivement. C'est hallucinant. Bah là, on passe par la fenêtre de la porte. Ah ouais, c'est pas évident, je te prenne le son? Waouh. Attention, il y a quelques ronces là. C'est plus facile pour le chat. Wow. C'est incroyable, il a poussé de 2 mètres. 3 mètres. Et celui-là, c'est celui qu'on a planté avec ma femme quand on a planté les rosiers. C'est vraiment sympa de le voir se développer comme ça, c'est magnifique. Et comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet de rénovation de ce château? Écoute, à la base, il y a eu une campagne de crowdfunding et mon épouse voulait un cadeau insolite. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le cadeau insolite. Devenez châtelain pour 50 €. J'ai trouvé ça extra. Donc j'ai acheté 2 parts. Attends, ça veut dire qu'il y a eu un appel aux dons sur Internet, c'est ça le crowdfunding? Il y a eu un appel aux dons sur Internet. Et pour 50 €, tu pouvais prendre une part du château, c'est ça? Tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ça? Ah oui, il y a eu 25 000 parts de vendus. Mais ça, Arnaud, c'est un moyen très original de sauver des vieilles bâtisses, non? Oui, on n'aurait pas eu cet apport-là. C'était fini pour le château, une grande partie du château. Mais il faut dire qu'il est quand même beau. Nous, quand on est venu le voir, on est vraiment tombé amoureux de ce château. Et on habitait du côté de Melun, en Seine-et-Marne, et on est venu habiter à Loudun, à 9 km. Attends, ça veut dire que vous avez changé de vie pour vous rapprocher de ce château? Tout à fait. Tout à fait, en 3 mois. C'est fou ça. On n'a pas eu de discussion, vraiment de grandes discussions. C'était d'une évidence que ça devait se faire. Il y a un proverbe qui dit seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi une très belle aventure humaine parce qu'on a fait des très belles rencontres. C'est une très, très jolie histoire. C'est parti, vers Amboise, centre-ville. On aperçoit, émergeant de la brume, la façade gothique du château d'Amboise, la façade construite à la fin du XVe siècle. Les cyclistes qui empruntent la véloroute de la Loire à vélo sont nombreux à s'intéresser aux monuments qui longent le fleuve. C'est le chemin idéal pour découvrir de village en village les merveilles de la région. Amboise, c'est certainement la ville la plus charmante du Val-de-Loire qui allie le patrimoine naturel au patrimoine culturel. On voit plus de choses en vélo, on prend beaucoup plus le temps forcément, donc on regarde l'architecture, on regarde les détails qu'on ne verrait pas en voiture.
Pratique et maniable, le 2 roues permet de se rendre rapidement sur les plus beaux points de vue. Comme ici, sur les terrasses et les jardins du château d'Amboise, fleuron de la Renaissance qui surplombe le fleuve. C'est un peu hybride, quoi. On fait du vélo et en même temps on visite. C'est assez improbable, quoi. C'est cool. Voyager à vélo, c'est ouvrir son âme à l'itinérance. La Loire à vélo et ses 900 km de pistes balisées entre Nevers et l'estuaire de la Loire, près de Saint-Nazaire, semblent taillées pour ce désir d'évasion. Un itinéraire culturel, sublimé par une nature abondante qui séduit en particulier les familles, dont certaines ont élevé la cyclo-randonnée en art de vivre. Tu ramasses les sardines avec moi? Allez, c'est enfoncé fort. Allez, vas-y. Comme tous les matins depuis 9 mois, Eugénie, Vincent et leurs 2 filles, Anouk et Swazik, se préparent à quitter leur campement de la nuit. On commence à être pas mal. Les bidons sont pleins. Allez, passe devant. La routine pour cette famille partie de Chambéry, en Savoie, qui a tout plaqué pour vivre l'aventure à vélo pendant 1 an. L'objectif du voyage, c'est une envie de partir, prendre du temps en famille. Du coup, on s'est dit, bah, la France, allez, banco, il y a moyen, je pense, de faire un itinéraire qui tient la route et qui est sympa. Les fleuves, ils ont une petite pente naturelle là, qui glisse vers l'océan, qui font que c'est assez facile à suivre quand on est chargé comme nous on l'est là. Donc elle a bien compris comment ça fonctionnait le voyage à vélo. Voyager à vélo, c'est être libre. Nos seules contraintes finalement, c'est qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort et qu'est-ce qu'on fait de nos journées, donc c'est plutôt cool. Hein. Ben voilà, ça c'est un bon spot pour manger là. Parfait. On a rarement l'occasion de prendre autant de temps pour soi, de déconnecter de tout le reste, et puis du coup d'être à l'écoute du rythme de chacun. C'est quoi ton rythme toi, Swazik? Question rythme, il y a aussi ceux qui pratiquent la Loire à vélo au quotidien. Comme tous les jours, lorsqu'elle quitte son travail au cœur de la ville d'Angers, Sonia prend la direction de la Loire. Là, c'est parti pour 50 minutes et 17 km. Quelques coups de pédale lui suffisent pour longer le château des Ducs d'Anjou et bifurquer vers des petits sentiers naturels, loin des bruits de la ville. Et là, c'est magique. Là, c'est très, très beau. Je suis infirmière en psychiatrie depuis plus de 30 ans. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé maintenant pour couper de mon travail, parce qu'il y a quand même pas mal de pression et pas mal de tension. Une bonne heure de vélo, ça fait comme un vrai sas en fait entre ce que je vis au travail et après, une fois que j'arrive chez moi, j'ai un peu tout évacué, quoi. C'est plutôt sympa. Peut-être que c'est ce qui me fait tenir, hein. Peut-être que si j'étais à travers les voitures ou en pleine circulation, j'arriverais pas à en faire autant. Mais c'est complètement paradisiaque comme trajet, donc on s'en lasse pas. Et là, quand tu passes ce pont, tu te dis, la vache, c'est un autre monde. Au bout du chemin, un petit village posé au bord de l'eau. Des amis qui l'attendent pour fêter la fin de journée. Ça nous voilà. Salut Anne. Sonia n'est qu'à 17 km d'Angers, mais à 1000 lieues de son travail. Ça y est, on est arrivé. Avec des amis là. En fait, on se connaît un petit peu tous au Lombardière. C'est un petit village, petite communauté très sympathique. Et nous, on fait partie des mariniers. Voilà. Mais il y en a du monde. Bah oui, aux Lombardières quand même. Hein. Bah oui. Bah oui, oui, aux copains du bord de Loire. Au quotidien, en vacances ou en voyage au long cours, la Loire à vélo est une parenthèse pour le corps comme pour l'esprit.
change des ruines du château de la Motte-Chandonnier. Là, on t'a rencontré cette ambiance sur la Loire. Hein. C'est vrai que les douves sont un peu plus grandes là pour le coup. Ouais, t'as une grande douve qui s'appelle la Loire d'ailleurs. C'est clair. C'est très agréable hein, d'être là avec vous. Vraiment, on a de l'espace. Dès que tu fais un peu de silence, je trouve que tu ressens ce que tu m'expliquais quand on s'est rencontrés, les habitants de la Loire qui vivent au rythme de la Loire. Là, vraiment, on est là-dedans. Tu as tous les sons de la nature, les petits oiseaux, le vent dans les arbres, et tu te laisses porter, quoi. Moi, je sais que je pourrais jamais m'en passer. Ça, c'est clair. Jamais. Bon, mon rêve, c'est plus un rêve maintenant, hein. Ça devient une réalité. Je suis en train de refaire un bateau. Ouais. Et moi, c'est pour vivre dessus. Ah, d'accord. Ah ouais. Et comment tu appelles ce genre de bateau? Alors ça, c'est une tout cabanée. Cabanée parce qu'il y a une habitation dessus? C'est ça. Et c'est vraiment le bateau, je dirais, traditionnel de la Loire et de ses affluents? Ouais. C'est un bateau traditionnel parce que déjà, c'est des fonds plats. Parce que la Loire, il y a beaucoup de bancs de sable. Donc tu peux pas y aller avec un bateau traditionnel avec une quille, par exemple. Et tu as toujours des bancs de sable qui sont à ras de l'eau que tu ne vois pas. Et en fait, la personne qui connaît la Loire parfaitement va voir ces petites vaguelettes où il faut pas passer avec son bateau. En fait, la Loire, c'est comme un grand serpent. Donc le chenal sur lequel tu peux passer, il ondule et se déplace tout au long de l'année. Donc il faut apprendre à retrouver par où passe ce gros serpent et le suivre, parce que c'est là qu'il y a le plus d'eau en fait. Bonjour. On va accoster. Tu la vois, la petite cale là-bas? C'est un super moment, hein, cette petite balade sur la Loire. Avec plaisir. Ce qui est vraiment génial, je trouve, sur cette Loire, c'est que où que tu ailles, tu es accompagné par le chant des oiseaux. Le moteur est silencieux. Ouais, c'est ça. Ça te permet d'apprécier. Ah, t'as pensé à tout. Super. Bravo. Merci pour toi, Arnaud. Le voyage continue? Ouais. Le voyage continue. Merci à toi, hein, vraiment. Super. Allez, on est parti. Salut. Bon Ciao. retour. Salut. Bonne route. Je suis étonné par l'affluence quand même sur cette route. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup de vélos qui suivent le cours de la Loire. Hein. Il y a à peu près 800 000 à 1 million de vélos par an. Donc ah tu oui, vois quand même. C'est quand même assez... Ouais. Avec toi, je coche toutes les cases de la carte postale de la Loire, hein, quand même. Les châteaux, le vélo, ouais. Et puis le bateau sur la Loire. Puis il faut que tu en coches une dernière, c'est les pommes tapées. C'est quoi ça, les pommes tapées? C'est une spécialité du coin qui s'est perdue dans le temps. Hein. Et puis depuis quelques années, Sylvie et puis toute l'équipe des pommes tapées, ils ont redynamisé la chose. Donc c'est la carte postale rayon douceur et dessert. Exactement. Hop. Bonjour. Bonjour. C'est ça qu'on appelle les maisons troglodytes? La maison dans la roche, quoi. Exactement. Et c'est avec cette roche qu'on fait nos belles façades de maison. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Et alors, tu vends des pommes tapées, c'est ça? Oui, ce sont des pommes qui sont épluchées et déshydratées pendant 3 jours. Mais comment tu tapes les pommes? Alors, je tape toujours avec un marteau. Ah oui, le but est de modifier la forme, sinon je ne pourrais pas mettre 12 pommes à l'intérieur. Elles sont entières, juste épluchées. Et on mangeait ça en quelles occasions alors? C'était les marins surtout qui l'emmenaient. Sur la Loire, là, les gens qui naviguaient sur la Loire? Parce que c'est plein de vitamines. Et c'est une tradition qui date depuis... fin 19e. Fin 19e. Tu pouvais garder ça plus de 10 ans en bocaux sans problème. Ah ouais, d'accord. Et donc, ils mettaient ça dans les bocaux, ils transportaient ça sur la Loire, parce que ça avait une conservation énorme. Bon, alors on prend quoi, Vincent? Moi, je te conseille une petite quille de rouge avec ça. Et puis, avant, en plat de résistance, on va prendre une petite terrine. Je te laisse choisir. Allez. Vous avez boudin noir, pomme tapée, ou sinon vous avez foie de volaille, pomme tapée Porto. On se prend les deux. Ah bah écoute, allez, ça marche. Allez, c'est parti. Hop, vendu. Tu vas prendre à droite
Et regarde, bientôt on va s'enfoncer dans une grotte, Ismaël. C'est dingue ça, en plein milieu du village comme ça. Eh oui. C'est ça qu'on appelle les troglodytes? Oui, exactement. Tu sens un peu la fraîcheur là? Ouais, et c'est vrai que je commence à regretter ma petite veste. Hein. Ouais, bah tu vas pouvoir la remettre parce que ici c'est toujours la même température. Été comme hiver, t'es à 10-12 degrés. Et c'est juste top, tu vois, pour conserver notre petit Saumur Champigny. On conserve du vin dans ces galeries? Oui. Bon, ici on dégustait nos petites pommes tapées. Et ouais, j'ai envie de goûter. Et ça macère dans quoi en fait ces pommes tapées? Alors ça macère dans du vin de la région. Ah oui, c'est fort quand même. Allez vas-y, honneur au local de l'étape. Hop. Mais écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah ouais, c'est bon. Il y a la pomme qui est complètement imbibée, donc, mais qui est encore croquante et fondante. Et puis après, derrière, tu as le vin qui est devenu une liqueur qui s'allonge et qui tape un peu sur la tête aussi quand même. Hein. Tu vois qu'on a des produits sur C'est les pommes qui tapent, c'est pas les pommes tapées. Hein. Waouh. C'est drôle quand même de manger ça ici. C'est plutôt sympa et puis c'est toujours un plaisir de faire partager ce que je connais depuis gamin. C'est top quoi, c'est vraiment top. Dès que le soleil transperce les nuages, les bords de Loire s'illuminent de la blancheur bien particulière du tuffeau. Emblème de l'architecture ligérienne, cette pierre est présente partout. Ce succès du tuffeau a duré des siècles. Conséquence, depuis le début du XXe siècle, les carrières sont vides, ce qui ne les a pas empêchés de retrouver une seconde jeunesse. Je vous laisse avancer un peu par ici. Près de Saumur, le producteur de vin Bouvet-la-Dubay les utilise pour faire vieillir son vin. Une curiosité locale qui se visite à vélo. La maison existe depuis 1851. Elle a été fondée par Étienne Bouvet et Célestine Ladubay. Et ils commencent par acheter 8 km de galeries souterraines pour se lancer dans la production de vin effervescent. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, le vin se bonifie à l'abri de la lumière dans plus de 80 km de galeries. Un bel espace pour se dégourdir les jambes tout en pédalant. C'est vraiment très ludique, on est sur des vélos vintage, donc oui, ça rajoute ce petit piment en plus et c'est vrai que ça plaît beaucoup. On peut parler maintenant un petit peu plus de l'origine de la pierre de tuffeau. Est-ce que vous connaissez un petit peu son origine? Du cétacé? Oui, à l'époque, ici, on avait vraiment toute la mer qui recouvrait l'Anjou. Donc au fur et à mesure où la mer s'est retirée, on a eu des sédiments. C'est pour ça qu'on a ici un sol argilo-calcaire qui va être très bénéfique pour la vie. Allez, c'est parti, on continue. Du Moyen-Âge à nos jours, cette région n'a pas été épargnée par les conflits. Et ces cavités reliées les unes aux autres ont souvent été utilisées pour protéger les populations. 1500 km de galeries comme celle-ci sillonnent le sous-sol des bords de Loire. Étonnant et mystérieux, ce paysage obscur est devenu le terrain de jeu rêvé pour les amateurs d'histoire et d'archéologie, comme Laurent et Pascal, deux habitants du village de Douai-la-Fontaine. Là, on est sur une cité invisible, en fait, cachée, Douai la souterraine, comme on l'appelle avec Pascal, en fait, où il faut imaginer qu'on a des milliers de caves en fait sous nos pieds. On peut très bien traverser cette rue sans rien voir du tout, sauf si on est un peu curieux et qu'on commence à apercevoir des cheminées, des antennes de télé qui percent au milieu des champs comme ça. Ouais, et là, il faut s'en approcher. Cet univers troglodytique, les deux hommes l'arpentent depuis leur adolescence. Et ils ont décidé de le faire connaître dans un livre photo destiné au grand public. Tu prends l'escalier? Mais ouais, t'approches pas trop quand même. On est des passionnés aussi justement du patrimoine et de celui-ci en particulier qui est peut-être moins connu en fait, sur lequel il s'est dit tout et n'importe quoi. Et on aimerait justement révéler des choses, au moins de les partager. Pour faire de belles découvertes, il faut oser pousser des portes. Même les moins engageantes. Tu mets le coup d'épaule. Bienvenue au paradis. Waouh. Ouais, toujours aussi splendide. Hein.
C'est comme ça que nos deux aventuriers ont découvert un jour cette entrée dans l'arrière-cour d'une ferme du village. Et un véritable trésor. C'est parmi une des cheminées peut-être les plus vieilles de France, mais qui sont absolument pas répertoriées par tous les spécialistes. Inconnues. Parce que voilà. Vas-y, voilà, comme ça, là. C'est pas trop mal, on voit bien là. On a quelques ouvrages en fait intéressants qui parlent justement de ces lieux qui ont été donnés par un seigneur local pour implanter une chapelle, un prieuré. Donc on imagine par recoupement que ce serait peut-être le prieuré qui serait du XIIe, XIIIe siècle. Ah, c'est ça qui est génial. Hein. Ouais. J'ai les poils qui se dressent toujours là, ici. Ah bah ici, oui, oui. Il y a quelque chose en fait dans ces lieux-là, il se passe quelque chose, on ressent. C'est des lieux qui ont une âme. À partir de cette chapelle souterraine, un dédale de couloirs, de puits de lumières improbables aux allures de jungle sauvage, s'ouvre aux deux explorateurs. Se promener ici, c'est mettre les pas dans des lieux qui n'ont parfois pas été visités depuis 150 ans. Puis c'est des lieux où on est coupé du temps, on n'a plus les repères, donc du jour, la nuit. C'est vrai qu'on a eu la chance de voir des pépites en descendant dans ces carrières. En fait, on retrouve même des sculptures, des visages qui sont sculptés en fait par les carriers. En attendant la publication de leur livre, Laurent et Pascal poursuivent leurs recherches et espèrent bien découvrir d'autres trésors cachés dans ce monde à part. Salut Aline! Salut! C'est génial que tu viennes me chercher avec cette voiture là. Sinon on dirait une voiture de film. J'ai cru comprendre que vous étiez une famille de collectionneurs avec Jacques, ton mari. C'est rien de le dire. Bon, je monte? Vas-y. Génial. Hop là. Allez, c'est parti! Ah, c'est génial! Il y a un petit côté reine d'Angleterre, hein. J'ai envie de faire coucou à tout le monde, comme ça. Et tu repartages cette passion des voitures anciennes avec Jacques? Quelque chose qu'on partage depuis déjà une trentaine d'années. Ah ouais, quand même. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps? 35 ans à peu près. Ouais. Ok. D'abord une voiture, et puis 2 et 3. Et vous en avez combien aujourd'hui? Une cinquantaine. Ah oui. Et voici le château. Ah, mais c'est notre ami Jacques. Bonjour. Salut Bonjour Jacques. Ismaël. Ça va? Ça va bien. Alors cette balade? Bah génial, c'est vraiment une sensation très spéciale hein, de longer la Loire avec un véhicule comme celui-là. Bah, tout à fait, un véhicule de 1925. Hein. C'était quasiment le début de l'automobile. On admire, nous, les formes. Voilà, c'est une œuvre d'art. Hop là. Allez. Merci Aline. Dès que le moteur s'arrête, on passe dans une autre ambiance sonore. Hein. La tranquillité. Et qu'est-ce qui se passait dans ce château alors avant? C'est quoi son histoire? Alors, la famille Bordier a été là en 1860. Hein. Au départ, c'était un manoir et ils en ont fait un château. C'était une propriété importante. Hein. Il y avait en fait plus de 600 hectares à l'époque. Bon alors, elles sont où ces collections? À l'intérieur. Ok. Je sens qu'il se passe des trucs derrière ces portes. Hein. Ah, plein de choses. À voir ton petit sourire là. Ah oui, toi tu as une voiture dans l'entrée de ta maison. Oui. Un petit Mochet, Charles Mochet de 1956.
Donc tout s'imbrique en fait chez toi, le château, la collection. Tout doit être effectivement dans une logique portée sur le patrimoine qu'on entretient, qu'on rénove et qu'on fait partager surtout. Ah oui, d'accord. Il y en a partout. Une citronnette, un jouet Citroën, années 25, 30. Hein, c'était une voiture d'enfant, animée par un petit moteur électrique. Le pneu est un vrai pneu, en fait. D'accord. Les phares sont des vrais phares. Une citronnette. J'adore parce qu'il y a des toupies, là, des petits avions. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans ton imaginaire d'enfant, là. Alors peut-être, on ne devient pas collectionneur, on est collectionneur. Donc c'est dans l'âme, hein. C'est une âme d'enfant qu'on a toujours gardée, je pense. Et t'as des beaux vélos là, hein? Des vélos, oui. Je vais t'en voler un pour la suite de ma route à vélo. Alors, ce vélo 1898. Ok. On est sur une configuration d'un vélo classique, hein. On commence à avoir une chaîne, même si on a des dents qui ne sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui, mais avec surtout un design, moi je trouve, il est extraordinaire. C'est très beau. Ouais. Voilà. Je ne suis pas du tout collectionneur. Quel est le plaisir? Le plaisir, c'est de chercher et finalement trouver. Quand est-ce que tu as une petite adrénaline? Souvent, moi, c'est l'objet qui me... Quand je vois ce genre de choses, c'est voilà, ça parle, ça me parle. À t'écouter, c'est pas de la nostalgie, mais c'est de la fascination pour un patrimoine et pour une époque. Oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Allez, viens, il faut que je te montre quelque chose, une bizarrerie encore dans l'histoire de l'automobile. Une de plus. Une Messerschmitt sur microcar de 1956 avec une particularité, c'est le cockpit issu complètement de l'aviation. Attends, parce que Messerschmitt, c'est pas le constructeur d'avions de la Deuxième Guerre mondiale allemand? Tout à fait. C'est vrai que là, on ressent le savoir-faire de l'aviation, parce que rien que le volant, on dirait un manche d'avion. Le manche, effectivement, de l'aviation, et c'est le cockpit. Hein. On dirait, tu sais, des BD de science-fiction des années 60. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime bien ce genre de véhicules. Ils sont complètement atypiques, ils ont une bouille sympathique. Incroyable. Mais c'est fou que tu aies réussi à réunir tout ça. Parce que même celle-ci, elle est vraiment différente. Le constructeur, c'est une Delahaye. D'accord. Cette voiture, elle a en plus une particularité, c'est l'absence de montant. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de montant pour tenir les vitres de la voiture. Ce qui fait que quand on descend toutes les vitres, on a vraiment une vue totale. Il y a quand même une question que je me pose en t'écoutant, Jacques, c'est que tu parles de beaucoup de constructeurs que je ne connais pas. Au début du siècle, plus de 250 constructeurs en France. Ah oui. Le pays était riche en industrie. Ouais. D'où aussi le fait que l'histoire automobile française soit si ancrée en nous. Ah, ça fait complètement partie du patrimoine. On a pu préserver beaucoup de ces voitures qui montrent justement qu'on avait vraiment une richesse en France. Ça va là? Salut les copains, vous avez fait bonne route? Ah bah nous, impeccable. Beau château, temps magnifique, des reflets sur l'eau superbe, tout pour une belle balade. Depuis son invention en Allemagne en 1817, la petite reine n'en finit pas de faire tourner la tête des collectionneurs. Alors on y va? On est parti. Ce groupe d'amis de la région d'Orléans, atteint de collectionnite aiguë, a pris l'habitude de se retrouver pour des balades costumées. C'est le summum, entre guillemets, du plaisir pour nous, c'est se retrouver, costumer, faire découvrir notre plaisir aux gens. C'est vraiment ce qui nous rend le plus heureux, ça nous donne la banane. De la Draisienne au Grand Bi, en passant par l'Hirondelle ou ce vélo à rétropédalage, chaque collectionneur possède au moins un modèle qui a marqué les débuts du cyclisme. Ah, la collection, pour des gens comme nous, c'est une quête sans fin de toujours trouver quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose que les autres n'ont pas. Ce vélo cyclopède, par exemple, le premier vélo à pédale de l'histoire qui a ouvert l'horizon des sportifs en quête d'évasion. Alors voilà ce vélo
c'est vraiment le tout premier vélo qui a été utilisé pour la randonnée. Le tout premier voyage que l'on connaît a été réalisé en 1865 par les frères Olivier. Ils ont fait un voyage de Paris jusqu'à Avignon. Ça a été la première randonnée cyclotouriste, entre guillemets, de l'histoire du vélo. Ces collectionneurs ne sont pas les seuls toqués du vélo. La passion de la bicyclette donne parfois lieu à une ferveur plus mystique. Vous avez vu qu'on a mis un de vos vélos devant l'autel. Être chrétien, suivre Jésus, c'est un peu comme rouler en vélo la nuit. Et on a une petite lumière, mais la petite lumière, elle éclaire que quelques mètres devant soi. Le prêtre de la paroisse, le père Paul, est tellement fondu de cyclisme qu'il ne peut s'empêcher d'associer son travail à son loisir préféré. Aujourd'hui, la messe se termine par une célébration un peu spéciale. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse tous vos vélos, les jeunes. Alors là, les enfants, vous pouvez y aller. On pédale dans le sens des aiguilles d'une montre. Bravo, bravo Victor, bravo Alexis. Bah, Guillemette, ton casque. Ah, il faut pas rouler sans casque, hein. Ça sert à rien d'avoir été béni si on met pas de casque, hein. 10 minutes après la messe, il est temps pour le père Paul de passer aux choses sérieuses. Olivier, un paroissien cycliste de haut niveau, le rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour Paul, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Aujourd'hui, on va faire 2 heures pour se tirer la bourre un peu. Eh ben super, on y va. Direction les bords de Loire pour un entraînement bien particulier. Je prépare le championnat de France cycliste du clergé, une course annuelle qui réunit les religieux et les religieuses de France qui ont cette passion pour le vélo. Le championnat de France cycliste du clergé existe depuis 20 ans. Cette année, 54 participants, comme le père Paul, vont se dépasser pour remporter le maillot du vainqueur. Le niveau a beaucoup augmenté avec les années. Là, il y a des costauds. Donc on se prépare bien. C'est pour ça que je vais aller dans la roue d'Olivier. À Sully-sur-Loire, un autre concurrent se joint à l'entraînement. Salut Robert, comment ça va? Eh ben impeccable, hein, super, c'est bon. À 70 ans, le père Robert n'a jamais manqué le championnat cycliste du clergé et ça n'est pas près de s'arrêter. J'ai commencé les compétitions en 1971. J'ai dû faire environ 600 000 km et puis peut-être 2000 courses. À 600 000 km, est-ce que tu te rends compte que tu as eu le temps de faire 15 fois le tour de la planète à vélo? Ben, je m'en suis pas perçu sur le coup là. 200 ans après son invention, faire du vélo reste la promesse d'une jeunesse éternelle en conservant son âme d'enfant. On a l'impression de faire du pédalo sur terre. Ah bah tout complètement. Du pédalaire. Du pédalaire. Là, il va falloir prendre de l'élan là parce que... D'accord, allez, attention. Ah là là. Oh, oh là là. Ah mais ça marche, hein, regarde. Oh là là. C'est une boîte à savon. C'est une boîte. Oh, la porte est ouverte. Ah, la porte est ouverte. Ça rapproche, tu m'as sauvé la vie. Ah, yeah. Voilà. Eh ben bien joué mon Jacques. Super, c'est cool. C'est cool, ouais, c'est sportif surtout. Ici, il n'y a pas de voiture classique. Il n'y a que des voitures atypiques. Et celle-là, où est-ce que tu l'as récupérée? Parce que j'avais jamais vu un véhicule comme ça, moi. C'est une espèce de voiture vélo. C'est une voiture en bois, construite dans les années 30. Sa couleur d'origine, le bleu, mais repeinte sans doute pour les circonstances de la guerre. Et comment t'appelles ce véhicule alors? Un vélo-car. Et ça vient d'où? D'une construction de Charles Mochet qui voulait démocratiser en fait la voiture. Il y avait la possibilité de mettre un petit moteur auxiliaire pour les côtes. C'est marrant, il y a même le petit Saint-Christophe. Saint-Christophe vous protège, l'huile Motrix protège votre moteur. Voilà. Remarque, je comprends que t'aies pas trop confiance en la voiture, hein, parce que t'as un accident avec ça, franchement. Ah oui. Il n'y a pas d'airbag là. Il faut imaginer aussi qu'il y avait beaucoup moins de voitures.
aller voir dans la serre. Je vais te présenter mon fils, Valentin. Moi, je trouve ça génial, cette serre. Il y a une harmonie dans cet endroit, dis donc. Ouais, c'est la jungle tropicale ici. Salut. Voilà, je vais te... Salut. Valentin Ismaël. Salut Valentin. Salut Ismaël. Enchanté. Enchanté. Le papa, le fiston. Exactement. Voilà, 2 générations. Magnifique tes serres là. Ouais. Et puis il y a tout un tas de plantes, dont certaines complètement méconnues. Notamment celle-ci. Je sais pas si elle te dit quelque chose. Non, c'est quoi ça? Eh ben, c'est de la poire de terre. Alors c'est un légume dont on mange les tubercules. Il y en a une juste ici. Tu vas même pouvoir y goûter. Ah, ça a vraiment la texture et la couleur de la poire. Hein. Exactement. Merci beaucoup Valentin. C'est délicieux. C'est très fruité. On peut le manger en salade de fruits, on peut le manger cru comme cuit. Et c'est un excellent légume d'hiver. Et t'as combien de variétés différentes de plantes, de fruits, de légumes ici? Je dois avoir un petit peu plus de 400 variétés de légumes, aromates et fleurs comestibles. Et tout peut se consommer? Tout. Tu gagnes ta vie en vendant tout ça au marché ou... Du tout. Moi, je fais de la visite guidée des lieux et puis des formations. Et qu'est-ce que tu fais là alors ce matin? Eh ben, j'étais en train de repiquer des tomates. Donc là, on a un jeune plant prêt à être piqué et on va tout simplement planter la tomate. Donc je fais un trou comme ça avec mon pouce. T'as quel âge Valentin? Eh ben, je viens d'avoir 26 ans. Je trouve ça toujours magnifique de rencontrer des gens jeunes comme toi qui ont l'air d'avoir trouvé leur place. Je trouve ça... Mais il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à jardiner aujourd'hui. Ça va comme ça? C'est parfait. On va mettre les petites étiquettes pour pas oublier le nom de la variété parce qu'il y en a plus de 70 ici. Je vais te faire sentir une plante très étonnante qu'on a juste ici. Je t'invite à froisser la feuille et puis t'approcher pour sentir... Il y a une odeur de citron. Un petit peu, oui, effectivement. Qui est très forte. Et il y a une autre odeur avec, mais j'arrive pas à l'identifier. C'est une odeur de rose. Ah. Et ça, on peut l'utiliser en infusion, par exemple. Rose citron. Ah ouais, ça doit être bon, ça, en infusion. Génial. Et à côté, on en a une autre. Ouais. Elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est vrai. Et pourtant, elle est très, très différente. Ah, c'est hallucinant, ça. Ça sent le Coca-Cola. Exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ça, pareil, on peut en faire des boissons. Ouais. Un coca végétal. Complètement. Et combien de temps tu as mis à créer tout ça? La serre, ça s'est compté en une dizaine d'années. Il y a eu un énorme boulot de fait. La serre était complètement à l'abandon. Donc il n'y avait plus un seul verre. Elle servait de volière pour les faisans. Bravo. Merci beaucoup. C'est hallucinant, Valentin. Ah, ça fait du bien de sortir de la serre au bout d'un moment. Ouais. Vous devez être fiers du fiston quand même, non? On est complètement fiers du fiston. En vous voyant tous les deux, ce qui me touche, c'est que sur ce même château, vous développez des passions très différentes et qui sont issues de générations différentes. Enfin, il y a la culture de la voiture, d'une certaine manière, qui est plus propre à vous deux, aux parents, et puis il y a la culture de la nature, de ce retour à la terre. L'idée, c'est qu'on progresse chacun dans un domaine, et le but de la manœuvre, j'allais dire, c'est de faire que ce lieu soit un lieu qui se visite, que les gens apprécient et apprennent des choses, et qu'on le partage avec passion. Non, mais je trouve ça beau parce qu'on passe notre temps à entendre qu'il n'y a pas d'harmonie entre les générations et vous montrer que les rêves d'avant et les rêves d'aujourd'hui peuvent coexister, quoi. Et c'est possible. Bonjour, vous allez où là? Vous allez vers Nantes? Oui. Tout à fait, par la Loire à vélo. On est parti de Saumur. Ah bah comme moi. Et puis ce soir, on dort sur Saint-Florent-le-Vieil. Oui, ça vous plaît ou pas alors? Ouais. On déconnecte hyper vite du quotidien. J'ai l'impression qu'on est parti depuis plusieurs jours alors qu'on a commencé hier matin, donc ça c'est chouette. Il y a de la glycine partout. Elle veut prendre des photos de toutes les glycines. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien, vous ne devez pas mettre longtemps à chaque fois pour faire des kilomètres. Bah, je crois qu'on va faire un bout de chemin ensemble, hein, parce que je vais dans le même sens que vous. Go. Ah, ça va être cool de rouler avec de la compagnie. C'est quoi cette odeur? La glisse. Ah mais tu sens maintenant. Tu t'arrêtes pas à prendre une photo, Anne? Non, bah c'est non, décevant. là, Il y en a trop dans ton appareil photo.
Mais c'est vrai que la nature est belle sur ce parcours. Ouais, puis c'est le début du printemps, tu sens qu'il y a les odeurs qui reviennent et tout, c'est trop bien. Et ça vous donne envie de recommencer l'aventure alors ailleurs? C'était l'idée, hein. T'as pas mal d'itinéraires tout balisés. Ouais, tu peux découvrir la France comme ça. Là, nous, sur cette portion, on a principalement croisé des familles, un peu plus de seniors aussi. Et moi, tu me mets dans quelle catégorie alors, les jeunes ou les seniors? Middle. Ah, merci. Ah bah ça va, merci. Bon bah vu que vous me chambrez sur mon âge, je mets mon assistance et on fait la course. Ouais, très bien. Hein? Allez. Allez. Quand tu veux. C'est Allez. Ouais, non. J'ai pas envie parce que vous allez me battre et je vais être ridicule. Ah, nous, on était pas Entre imaginer une aventure et la vivre, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt qu'un coup de pédale à franchir. Une maxime qui résume bien l'état d'esprit de Philomène. Depuis 7 ans, cette trentenaire a fait de l'aventure à vélo un mode de vie. Aujourd'hui, le luxe est à la lenteur. Et moi, je suis quelqu'un de très speed. Donc pour moi, ça devenait évident de faire ce genre de voyage parce que ça me permettait de voir les choses d'une autre manière. Et je pars toujours du principe, quand je pars en voyage, de ne pas me renseigner avant. C'est ce qui me permet aussi un peu de fraîcheur, de spontanéité et d'être émerveillée. Après avoir parcouru à vélo l'Amérique du Sud et l'Australie, elle s'est lancée un défi plus local. Longer la Loire de sa source à son embouchure. 1000 km seule et en autonomie complète. Je suis partie donc le 6 mars du Mont Gerbier de Jonc, donc qui est la source. Et donc j'ai parcouru à peu près 650 km. Je suis à mi-parcours. Pour ne pas s'encombrer de choses inutiles, Philomène a fait un choix radical. Se nourrir avec ce que la nature peut lui offrir. Sur son chemin, elle a rencontré Nathalie, une spécialiste des plantes sauvages comestibles qui a plein d'astuces à lui donner pour son voyage. Coucou. Qu'est-ce que tu nous cherches là? Regarde, j'ai déjà commencé la petite cueillette. Mais ça, je connais pas. Des feuilles de ronces, tout simplement. Ah bah oui, mais je les ai pas reconnues, tu vois. C'est super bon en infusion, ça donne un petit goût fruité. Tiens, regarde la belle touffe de pimprenelle là. Ouais, elle est belle. Elle est superbe. C'est une plante qui est astringente, tu le sens, ça resserre les tissus. Oui. Et donc c'est une plante qui est utilisée aussi bien pour cicatriser et pour la diarrhée en fait. Les orties, c'est super intéressant pour toi en tant que végétarienne. Ah bah, c'est ma base de protéines pour les voyages parce que c'est quand même assez facile à trouver. Tu sais que ça contient jusqu'à 40% du poids sec en protéines. Donc ça veut dire qu'il y a tous les acides aminés comme dans la viande et dans le poisson. Donc ça serait dommage de passer à côté. Quand on voyage en autonomie, se nourrir n'est pas la seule préoccupation. Chaque jour, il faut aussi chercher un coin pour dormir. Et en demi-saison, c'est la météo qui donne le tempo. Quand on regarde un peu les nuages là, c'est pas top. Et là, les prévisions sont pas bonnes. Va falloir trouver où dormir ce soir, je pense. Donc peut-être toquer chez l'habitant. Ouais, on va faire ça. La chasse à la nuitée chez l'habitant peut commencer. Ah, peut-être là. Un jeu que la jeune femme connaît bien. Ok, bon. Ça va pas être facile. Mais pas si évident, surtout quand la nuit commence à tomber. Désolée de vous déranger. Je fais la descente de Loire à vélo en fait. Comme j'ai vu qu'il y avait de la lumière dans les bateaux, je toque là, c'est le premier, voir s'il y a moyen de dormir sur... on dit que la première fois c'est la bonne. Eh ben super, ça m'arrange parce que là il commence à... Munie de son bouquet de plantes sauvages en guise de cadeau, Philomène a heureusement fini par trouver un toit pour la nuit. Quand on m'invite, généralement, j'aime bien arriver et proposer quelque chose. Bon là, j'ai pas de bière. J'ai des fleurs. Mais j'ai ramené voilà, des petites plantes. C'est cool, c'est découverte, c'est cool. Dès le lendemain, la course vers l'estuaire peut reprendre au rythme du vélo. « 25 km par jour, ponctués de haltes improvisées, comme la collecte de déchets sous les ponts.
Là, je vois une bouteille. On sent au plastique qu'elle a passé beaucoup de temps à voyager dans cette jolie Loire. Ben, il est tellement vieux, le plastique, qu'il se casse. Et voilà. La terre, elle peut absorber énormément de choses. Et à un moment donné, elle ne pourra pas absorber notre surconsommation et notre surplastification des choses. Pour moi, ça paraît d'une immense facilité de se dire que si on arrête de produire tout ça, le déchet n'existe plus, on n'a plus besoin de faire suer tout le monde à dire ramasser les déchets. Résolument engagée dans la protection de la nature, Philomène se définit avant tout comme une éco-aventurière. Un terme qu'elle a imaginé avec Anaëlle, une amie qui l'accompagne aujourd'hui pour la partie la plus ambitieuse de son voyage. Moi, je pense que si on vise tout par là, en fait, le vent va forcément nous décaler un petit peu par là-bas. La descente d'une partie de la Loire à la nage. Aujourd'hui, c'est le départ. Premier jour pour 140 km jusqu'à Tours. Donc Orléans-Tours, ça va être environ 10 km par jour. Une petite appréhension parce que là, je vois bien que ça va être compliqué vu le courant qu'il y a aujourd'hui à sens inverse, parce qu'on a des rafales de vent vers 60 a priori. La grande aventure est à portée de main et peut très bien se vivre à 2 pas de chez soi. C'est ce qu'Anaëlle va maintenant partager avec Ismaël. Je savais qu'avec toi, on allait sortir des sentiers battus, mais là, on y est. Hein. Ouais, bah, c'est agréable. Il faut avoir un bon vélo pour ça. On va se mettre là. Sur le rondin de bois, là? Ouais. Ah, c'est cool. Une très belle vue. Wow, c'est quoi le petit village là-bas? Donc c'est Ingrande. Ingrande. C'est un village de 2600 habitants. Ouais. Donc pas grand monde. C'est un choix de s'installer à la campagne pour toi, ou tu es originaire de ce genre de village? Les deux, en fait, j'ai grandi dans un village de 600 habitants, donc encore plus petit, Ouais. pas très loin de la Loire. Et là, d'avoir fait mes études, d'avoir été beaucoup dans les grandes villes, tu as envie d'être près de la nature et d'avoir un terrain de jeu magnifique juste en face de chez moi. Quand j'ai préparé ce voyage, j'ai voulu venir te voir parce que j'ai vu que tu étais une aventurière de la Loire. Et ça me paraissait étonnant de lier ces deux mots. Tu vois, quand tu vois ce fleuve très calme, enfin, on est quand même tout près de zones très urbanisées. En fait, l'aventure, c'est un état d'esprit. Moi, ce que j'aime dans la micro-aventure, c'est l'idée justement que tu peux voyager très proche de chez toi en allant plus en profondeur sur la culture, sur la biodiversité, sur la rencontre avec les gens. L'année dernière, j'ai descendu la Loire en intégralité en kayak. Ça a été une sacrée aventure. Ouais. 2 mois et demi de bivouac, de rencontres, de paysages très différents. Et tu avais fait d'autres aventures en France, j'ai vu? Oui, celle de la Méditerranée, où j'ai navigué entre l'Italie et l'Espagne, en kayak, toujours. Et j'organisais des ramassages de déchets. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'on a ramassé plus de 3,5 tonnes de déchets. Ah oui, quand même. Ouais. Et quand je t'ai appelé avant de venir, tu m'as lancé un petit challenge. Tu m'as dit, tu vas voir, on va te faire vivre une expérience sur la Loire où tu vas avoir l'impression d'être complètement déconnecté du reste du monde. Exactement. Avec mon chéri qui est guide kayak, on va t'emmener sur une petite île de Loire. Ça va être un peu à la Robinson Crusoe. Ouais, c'est pas mal ça. Et il est où alors, ton chéri? Eh bien, on va le retrouver dans un endroit bien particulier, je t'en dis pas plus. Hop là. Alors, on va pas traverser à la nage. Ah bah tant mieux. On va traverser avec le bac à chaîne. C'est trop cool. Hop. Et donc on va tirer de l'autre côté, c'est ça? Ouais, du coup on va tirer de l'autre côté, ça va nous ramener sur la rive d'Ingrande. Hop là. Je le fais parce que toi tu peux le faire tous les jours alors que... Bah oui, c'est sûr. Moi non. Oh là là, c'est un super moment. Je suis contente. C'est Moi complètement aussi. inattendu. Et voilà, c'est ici Ismaël. Ok, la grande cour. Tu vas voir.
là, je suis vite aussi. Qu'est-ce que t'as? Il va y avoir de deux. Mais je pense que... Ah, il va y avoir de deux. Faut pas qu'il joue petit, faut pas qu'il joue petit. Non. Hop. Non, ça va, il le garde. Pour passer, Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Ce jeu s'appelle la boule de fort. C'est la pétanque du coin. C'est la pétanque du coin. Il y a peut-être même pas du tout, on l'a. C'est vrai? Oui, il a poussé, on l'a le point. Thomas, je te présente Ismaël. Salut Ismaël. Salut Thomas. Ça va bien? Ça va? Et toi? Ça va bien. Ouais. Très sérieux, c'est très sérieux. Ouais, j'ai l'impression. Il y a des bocaux ça qui se rigole font pas. là. Le point vient d'être pris par Pierrot. Ah, c'est Pierrot qui a pris le point? C'est Pierrot qui a pris le point. Mais ça rigole pas quand même ici. Non, c'est sérieux. Hein. Et toi, dans ta famille, il y a une tradition liée à la boule de fort? Moi, mon grand-père a été président de cette société, la Grande Cour. J'ai joué la première fois, j'avais 13 ans. À l'époque, c'était surtout les garçons. Hein. Moi, mes cousines n'ont pas pu rentrer, il n'y avait pas de femmes ici. Là, on a la secrétaire, Laure, qui est là, donc ça s'est modernisé depuis... Première femme. Première femme secrétaire. Dans le bureau. Parce qu'elles étaient interdites, hein, les femmes et les enfants, pour question. Ah, c'était ça. Ouais, Alors pourquoi on ne pouvait pas, nous? Mais parce que c'était des sociétés patriarcales. C'était une société d'hommes et ils n'acceptaient pas les femmes. C'était le bon refuge des hommes pendant que les femmes travaillaient, quoi. Hein? Vous pouvez le dire maintenant que ça a changé. C'était leur moment de détente. Mais là, on est 150 sociétaires, tout le monde est d'accord maintenant pour accepter les femmes. Mais il faudrait qu'on explique à Ismaël comment ça joue, puis qu'on fasse lancer une petite boule. Ah ben oui, attends, ils en sont à 1 à 8. C'est quasiment fini. C'est un jeu qui se joue en chaussons. Ah ouais? Donc voilà. Sûr, avec plaisir. Des roses, du 45. Ah, ça, génial. Rose 45, c'est moi, ça. C'est ton style. Ouais, j'adore. Génial. Je me sens vraiment dans la peau d'un joueur de boule de fort, là. Ça glisse, hein? Alors, donc, c'est une boule qui n'est pas ronde, qui a un côté un peu plein ici, un peu creux ici. Donc ça, c'est le côté faible, et ça, c'est le côté fort. Quand on va lancer la boule, elle va avoir tendance à partir du côté de son fort. Hubert, c'est combien le poids d'une boule? 1,2 kg. Je peux regarder? Attention. Hein. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est lourd. Alors, les règles du jeu, c'est être le plus près possible du petit. Le cochonnet, en quelque sorte. Oui, c'est comme tous les jeux de boules. Hein. Alors, bon, ben voilà, on lance, et puis vous allez voir que c'est pas si facile que ça de ne pas lancer trop vite. Non, là, c'est trop vite, là. C'est génial, parce que le temps que tu lances jusqu'à ce qu'on voit le résultat, voilà. On a le temps d'aller boire un café. Exactement. Allez, à toi. Allez, Anaëlle, vas-y. C'est une fille du cru, elle a ça. Il va t'en manquer un peu. Ouais, ça va peut-être être un peu juste. Mais t'as le point. Bon. Et là, normalement, tu peux faire des commentaires. Et c'est bien, mais t'as donné trop de charge. Exactement, j'ai donné trop de charge. C'est ce que j'allais te dire, tu vois. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit, il a donné trop de charge. Alors, à toi, Ismaël. C'est un petit peu très souple. Très souple. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, ça devrait aller loin. Si ça se trouve, ça va faire le point, ça. Pas mal. Il en manque un petit peu. Tu vois, t'es pas loin de la vérité. Il y a des boules à penser. Hein. Si elle va se tanker là-bas. Oh, elle passe, elle passe. Oui. Ouais, bravo. Bravo. Regarde, t'as quasiment fait. Voilà. Bravo. Bon bah moi je crois que je vais rester parce que gagner ça donne envie de continuer à jouer. Oui mais non, la victoire c'est stimulant, mais on va se mettre en route pour l'activité kayak. Nos embarcations nous attendent au bord de la Loire. D'accord, bah profitez-en. Merci Laure et on va récupérer Ismaël et on va se retrouver pour le kayak. Ouais, ça marche. Ciao, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Vous avez vu comme il est beau ce ciel là? Ouais. Les couleurs là vertes de printemps, les nuages un peu foncés, l'éclaircie dans tout ça. Ah, c'est grandiose hein. Et pourquoi on voit pas de bateau là autour de nous?
Ici, c'est pas un bras qui est trop navigable, hormis vraiment l'hiver en fortes eaux, mais les marins ne s'y tentent pas trop parce qu'il y a beaucoup de vent de sable. C'est pour ça que du coup, nous, avec nos kayaks, on peut vraiment être furtif et s'approcher au plus près de cette nature-là. Et vous avez fait du kayak déjà dans des régions extrêmes. Enfin, quand on pense kayak, on pense tout de suite Groenland, ce genre d'endroit. Moi, j'ai trempé la pagaie un petit peu au Québec, un peu en Amérique du Sud. Et j'ai fait une expérience en Antarctique aussi, en péninsule antarctique. C'est vrai que c'est dépaysant, mais c'est pas aussi changeant que la Loire. La Loire, on a un spectacle avec les saisons, on a une variation du niveau d'eau. Et moi, j'aime bien l'hiver, quand les courants sont puissants, quand la nature est présente. Tu vis une expérience plus puissante que celle que tu peux vivre en Antarctique. Exactement. On n'entend pas ça tout le temps quand même, tu vois. Non. J'ai l'impression que vous incarnez une nouvelle génération d'aventuriers. Je pense que si on passait tous un peu plus de temps dehors à s'émerveiller de ce que la nature pouvait nous offrir, on la protégerait plus spontanément. Juste être là, dehors, à regarder, à prendre le temps. Waouh. Je vis un moment de pur bonheur là, franchement. C'est trop cool. Voilà, il n'y a plus qu'à redresser tranquillement. Et on se laisse porter. Yeah. Beau créneau, impeccable. Bah voilà. C'est cool. Belle navigation. Ah ouais, trop bien. Regarde. Le soleil pour l'arrivée. Parfait. On ressent une liberté terrible. Terrible. Le Crémant de Loire, c'est vraiment d'ici ça, hein? 1 kilomètre juste derrière. On peut pas faire plus local sur ce coup-là. Olé! Allez, c'est parti. Merci Ismaël. À la beauté de la Loire. Merci. Merci. Je me disais, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? On s'est rencontrés sur la Loire. Ah bah tiens. Ça m'aurait étonné ça. Elle essayait de me semer. Et c'est quand tu as fait ton aventure où tu as redescendu la Loire? C'est ça. J'avais récupéré tes poubelles, je crois. T'avais peut-être récupéré. C'est tellement romantique ça, se rencontrer sur la Loire. C'est l'amour écolo ça. C'est ça. C'est clair. Trinqué. Ah, tiens Anaël, merci pour tout. Hein. Merci. Tu reviens quand tu veux Ismaël. Eh ben, avec grand plaisir. Pour aller à la rencontre des espèces du fleuve le plus sauvage d'Europe, il faut parfois faire preuve d'imagination. Troquant leur vélo pour des kayaks un peu particuliers, deux pêcheurs, Hervé et Franck, ont trouvé un moyen d'approcher discrètement les zones les plus reculées du fleuve. Il y a du courant quand même, c'est compliqué de se maintenir. Voilà, donc voilà le système en fait, tout simplement. C'est ce système-là. Voilà. L'avantage d'avoir un kayak avec un système de propulsion en pédale pour la pêche, c'est le plus parce que du coup on a les mains libres. Ce qui permet, vous voyez, si j'ai besoin de faire autre chose en même temps que j'avance, ben, ça permet de pêcher tout en se déplaçant. Et ça c'est vraiment le top du top. On va peut-être faire une première mise en place par là, tu vois. Bah écoute, on va essayer de se mettre à l'arbre. Voilà, on se met une mise en place là. Ce matin, les deux amis sont à la recherche du seigneur de ces eaux sauvages, le plus gros poisson de la Loire. Ah, là, je cherche le silure. Les silures qui sont cachés dans les arbres. On a quand même des spécimens qui peuvent atteindre 2,50 m, voire même 2,70 m, hein, qui a été pris il y a quelques années en Loire. Originaire d'Europe de l'Est, le silure est une espèce nouvelle ici. Empruntant les canaux de navigation fluviale, il est arrivé dans les eaux de la Loire dans les années 80, une installation qui n'est pas passée inaperçue. Certaines personnes le considèrent comme une espèce invasive qui détruit tout, qui mange tous les poissons, et d'autres le respectent tout simplement parce qu'il fait partie intégrante de nos rivières maintenant et que les autres poissons, tout le biotope a trouvé son équilibre avec ce poisson-là. Bon alors Franck, bah, pas grand-chose, une petite touche, mais bon. Allez, on insiste un peu, ça va le faire. Si le silure s'est invité dans la Loire,
Une autre espèce, elle, a fait son grand retour sur le fleuve. C'est le castor. Chassé pour sa fourrure et son castoreum, une sécrétion odorante très utilisée en parfumerie, le castor d'Europe avait totalement disparu. Jusqu'à la réintroduction d'un couple sur la Loire en 1976. Depuis 25 ans, c'est l'animal fétiche de Jean-François Souchard, un photographe qui a consacré toute sa carrière à la Loire. Là, on a une hutte de castor. En général, on dit un couple de castor pour 6 km. Là, on s'aperçoit qu'il y a déjà 2 huttes qui sont espacées de 300 mètres. Donc, je pense qu'il y a un petit peu une crise du logement. Donc maintenant, on arrive à trouver des familles, même sur moins de 6 km. Ce soir, Jean-François doit poser des pièges photos pour étudier le comportement des castors la nuit. Là, on a une patte avant de castor. Là. Le castor, il sort très peu en fait de l'eau. Donc là, on n'a absolument aucun doute sur la présence de castor. Là, il y a des traces partout. Les plus visibles là dans le paysage, c'est tous ces arbres là qui ont été couchés il y a plus ou moins longtemps. Et puis après, il y a toutes les petites brindilles. Là, en fait, il les coupe hein, et systématiquement, il les emmène à l'eau. On va déjà poser une première caméra ici. Hop. Et à partir de là, c'est automatique. On rentre un peu dans l'intimité de la Loire et du castor, hein, mais bon, voilà. C'est un animal assez gros qui fait à peu près 25 kg, qui a une bouille vraiment sympa. C'est un peu un nounours. Hein. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à le laisser tranquille et puis à revenir demain. Alors là on a une petite trace qui n'était pas là hier, donc on a peut-être des chances de voir l'animal. Après cette nuit d'affût, la carte de l'appareil délivre enfin ses images. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet îlot de la Loire est bien vivant. Lapin de Garenne, héron cendré, la moustache du ragondin, c'est génial ça. Tac. Et on a un castor qui est arrivé là. Il est en train de gratter et il est en train de poser un castoreum. Ça c'est assez incroyable. C'est vraiment en train de devenir l'emblème de la Loire moyenne, quoi. Donc moi c'est un animal qui me fascine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que là, en une nuit, on a 5 espèces différentes, quoi. Je suis devenu photographe pour vivre ça, pour vivre ces moments de lumière, de rencontre avec les animaux. Je m'estime hyper chanceux de vivre ces moments-là, quoi. C'est quand même unique. À 2 pas de chez moi, tout ça, je viens le vivre en vélo avec mon bateau. Bon, non, je touche du bois pour que ça continue, quoi. Un mélange? Ah. Ils sont trop belles. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Morgane et Séverine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ismaël. Enchanté Morgane. Salut Séverine, ça va? Ouais, et toi? Bah oui, vous ramassez quoi là ce matin? Eh ben, on a des blettes multicolores, rose, jaune, blanche. Comme ça, ce sera beau dans l'assiette. Puis une petite salade brune pour accompagner d'autres salades que Maxime nous a cueillies tout à l'heure. Ah, Maxime, c'est un garçon qui travaille avec toi, Morgane? Exactement, c'est un des cofondateurs de l'association qui travaille ici également. Et ça fait longtemps que tu as créé ton restaurant? Il s'appelle le Chacha? Oui, Chacha, ça fait 5 ans et demi que j'ai ouvert le Chacha dans le centre-ville de Nantes, à Bouffay, qui est le quartier historique de Nantes. Bouffer pour un restaurant, c'est pas mal. Quand même. Et pourquoi Nantes alors? Tu as toujours vécu ici? Non, avant je vivais à Paris. Donc, je suis une énième Parisienne qui a débarqué. Ah, c'est original, à Nantes. C'est très original. C'est Nantes ou Bordeaux, c'est ça? Oui, voilà, c'est Nantes ou Bordeaux. Ça a été Nantes pour moi. Et vraiment, j'ai eu envie d'ouvrir un resto à Nantes, et plutôt resto type végétarien, vegan. Et puis j'aimais cette dynamique qu'il y avait à Nantes avec tout le milieu associatif.
on disait tout ce qui est autour de l'écologie, de se déplacer à pied, à vélo, puis en transport en commun, un peu une ville où on respire, on est en bord de Loire. Moi, ce qui m'étonne, c'est justement cet endroit. Mais oui, parce qu'on est en plein centre-ville, tu pousses la porte, là, tu arrives là-dedans et tu te dis mais... C'est une chance d'avoir ce lieu-là et c'est ce qui nous pousse aussi à l'ouvrir au maximum et à le partager avec le plus de gens. Ça fait partie des missions de l'association d'offrir ce lieu à d'autres, donc à nos adhérents, aux bénévoles, aux écoles, au maximum de personnes pour que le lieu en lui-même puisse rapprocher les gens autour de valeurs qui nous sont fortes et qu'on partage avec Séverine. Est-ce que tu as des herbes aromatiques? Enfin, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? En ce moment, je peux te proposer de la sauge, je peux te proposer de l'hélicryse, c'est de l'herbe à curry. Très bien, tu veux faire un curry avec les légumes. Parfait. Et on a les premières fleurs de la saison. Chouette. Si c'est les fleurs comestibles? Absolument. Tiens, et ça, tu peux les mettre sur tes salades, sur des soupes. C'est un petit goût assez subtil. C'est très joli, hein? Et puis pour nous, c'est des plants qui ont leur rôle à jouer dans le jardin. Ils fixent l'azote dans le sol, ils font office d'engrais naturel, donc c'est des plants qu'on fait pousser avant d'y mettre d'autres choses. Ça nous sert aussi à faire du purin, par exemple, qui est un fertilisant naturel pour nos plants et qui éloigne certains insectes qu'on n'a pas trop envie qu'ils s'approchent de nos légumes. Il faut favoriser ce qui se passe dans la nature sans que l'homme vienne intervenir, mais là, vous avez recréé l'espace, juste vous donner un petit coup de pouce et puis... Exactement. Mais je trouve que vous avez deux belles démarches et très complémentaires. C'est que toi, tu prends soin finalement de cet espace avec ce que tu fais pousser. Oui. Et en même temps, toi, tu prends soin des gens en leur proposant la nourriture qui vient d'ici et qui n'est pas destructrice pour leur santé, quoi. Exactement. Je ne sais pas si elle les soigne, mais en tout cas, elle les soigne pas, ou au moins le moral. Et quand le moral est bon, il paraît que ça aide pour la santé. Ouais, bah c'est pour ça que je suis venue te voir en fait. J'étais un peu déprimée ces temps-ci et j'avais besoin de bien manger. On m'a dit de venir chez toi. Là, on va arriver à la place Royale. C'est là où tout le monde se retrouve lors de grosses victoires, de matchs de foot, de matchs de rugby. C'est là où les Nantais font passer des messages. Il y a forcément un passage ici quand il y a des manifestations. Ouais, c'est un peu comme la place de la République à Paris, quoi. Exactement, exactement. L'édifice derrière, là, c'est une église, une cathédrale? C'est l'église Saint-Nicolas. Très, très beau, hein. J'adore parce que c'est très vivant. Ce centre piéton, c'est vraiment agréable. Vélo, il y a un côté très, comment dire, moderne entre ce qu'on a vu ce matin, la ferme urbaine, et ce centre où on sent que ça vit et où il n'y a pas de voiture, quoi, tout simplement. Si tu veux rapporter un petit souvenir à ta famille, une petite spécialité nantaise, c'est les rigolettes nantaises, ces petits bonbons colorés. Bah ça, je crois que mes gamins vont adorer. Ouais. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous faites des rigolettes, c'est ça? Oui, c'est ça. Rigolette nantaise, effectivement. C'est une confiserie typiquement nantaise qui existe depuis 1902. On peut voir? Mais plus que voir même. Ah, on peut goûter aussi? Ah, systématiquement, dès qu'on franchit le pas de la porte, on mange. Dans une confiserie, on peut essayer justement. C'est le seul endroit où on peut tout tester avant d'acheter. C'est vrai? Ok, je sais pas. Tout. Et il y a quel parfum? Alors, citron, mandarine, framboise, cassis ou ananas? Cassis. Cassis, c'est vraiment ce que je préfère. Un cassis. Eh ben, allez, je vais goûter cassis comme Séverine, tiens. Voilà. C'est une fine coque de sucre fourrée de pulpe de fruits. Donc à l'intérieur, c'est que du fruit écrasé. Et vu que vous avez vos 5 purées de fruits et c'est du sucre de betterave du nord de la France, vous avez quand même vos 5 fruits et légumes dans la même boîte. C'est pour la santé qu'on mange des rigolettes. Mais bien entendu. Et ben moi, je vais vous en prendre une boîte. Voilà. C'est parfait, avec plaisir. Allez. Le chacha. Et voilà. Et voilà. Sympa le resto. Alors qu'est-ce que tu vas cuisiner, Séverine?
un curry de blettes et panais, le panais que tu es en train d'éplucher. Et je vais utiliser l'hélicryse qui a le goût et l'odeur du curry. D'accord. Super. Et tu as toujours bossé dans la restauration ou pas? Non, avant j'étais dans la communication et j'ai eu envie d'ouvrir mon resto pour avoir un petit peu plus de sens dans mon quotidien. D'ailleurs, on se définit comme un restaurant engagé. La majorité de nos clients le sont aussi. D'ailleurs, c'est rigolo, ils sont très intéressés par la démarche avec les biodéchets. On les composte avec la tricyclerie. D'ailleurs, Colline viendra tout à l'heure chercher le seau de biodéchets. Donc, c'est un bol de biodéchets. D'accord. Mais tu sais, face à des gens comme toi qui s'engagent comme ça, il y en a d'autres souvent qui disent oui, c'est un truc de bobo. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? En fait, l'idée, nous, c'est pas d'afficher restaurant vegan, végétarien, c'est proposer surtout du vegan et végétarien. On propose aussi des planches de charcuterie issues des petites fermes d'élevage extensif autour de Nantes. Donc tout le monde peut s'y retrouver et bien manger. Et ça permet de faire découvrir à des viandards qu'on peut se faire plaisir et manger quelque chose de très gourmand et de complet avec de la cuisine végétarienne ou végane. C'est beau, je trouve que c'est une belle démarche. Merci. Séverine, c'est Colline. Ouais, je suis là, j'arrive. C'est le seau qui est juste là, si tu peux lui apporter. Okay. J'arrive tout de suite. Bonjour Colline, il y a pas mal de déchets. Okay. C'est un peu lourd, hein? Ouais, mais c'est pas grave, on est habitué. Hop, on vide ça là. Donc tu fais le tour avec ton petit vélo de la ville tous les jours? Donc on est une équipe de 10 et effectivement il y a des tournées tous les jours, tous les matins. Et sur Nantes, on collecte une centaine de lieux. Donc ça va être des restaurants, des épiceries, des crèches, il y a plein d'établissements. De plus en plus, il y a vraiment un intérêt pour ça en tout cas. Et du coup, les déchets, on les emmène sur une plateforme de compostage qu'on a dans le centre-ville. Et après, c'est redistribué soit pour les jardins, soit pour des maraîchers ou quelques habitants en ville qui sont en appartement et qui veulent des petits volumes de compost. Et ben, je vois que tu as fait connaissance avec moi. C'est tout bon, j'ai livré le Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Pour un restaurant comme le tien, ça apporte quoi, ce genre d'initiative? Mais pour moi, ça donne du sens un peu à ce qu'on fait au quotidien avec mon équipe. Si 50 kilos de biodéchets, donc c'est ce qu'on produit en à peu près un mois au Chacha. Si tu les brûles, c'est la même pollution que parcourir 6000 km avec un véhicule diesel. Donc ça vaut le coup de passer par la tricyclerie. Ah oui, une fois que tu entends ça, ça coule de source, quoi. Bon bah bravo Colline, hein. Franchement, ouais. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Si on veut manger quelque chose, nous, il faut qu'on retourne en cuisine. Eh ben allez, ça marche. À bientôt, Colline. Ouais, bonne journée. Bah, bonne tournée à toi, hein. Merci. Et ben voilà, un petit dîner juste avant le service du soir. Ah, on est bien là. Bon, bah à l'attaque, hein. Bon, ce sera bon. T'as tous les légumes et en arrière-goût, t'as le curry qui est très léger. Il est très léger, ouais. Mais alors, je suis bluffé parce qu'on a vraiment la sensation qu'il y a du curry. Ah, c'est bien, c'est une vraie découverte. Je te propose de prolonger ce super plaisir le long de la Loire pour aller jusqu'à l'océan. Et par rapport à ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant dans ton périple ligérien, eh bien, tu vas voir demain, il y aura des paysages vraiment complètement différents de ce que tu as pu voir. Génial. Et bah, écoute, ça conclura très bien cette expérience ligérienne, c'est-à-dire d'habitants de la Loire. Exactement. Allez, c'est parti pour une gaufre au sucre. Bonjour, chers clients matinaux. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Une gaufre au chocolat. Une gaufre au chocolat, forcément. 2 ou 3 fois par semaine, un doux parfum de gaufre envahit les bords de l'Erdre. Donc 3 minutes de cuisson. Attirés par ces bonnes effluves, les promeneurs et cyclistes qui utilisent cette promenade appréciée des Nantais ne résistent pas longtemps à la tentation. Et voilà, madame. Avec plaisir.
Depuis un an, Marie-Astrid s'installe régulièrement ici avec son vélo à gaufres. Merci. Son foot bike original y est vite devenu un rendez-vous incontournable. Je retrouve les habitués, je retrouve des personnes, des clients qui sont devenus des copains. Parce qu'ils m'ont connu sur les réseaux sociaux, ils sont venus parce qu'ils sont cyclistes, c'est un vélo, ils aiment bien mes produits et on papote et c'est vraiment le café du coin. J'ai pris chocolat. Ah ouais, c'est trop bon. En lançant sa petite entreprise, Marie-Astrid a rejoint le peloton d'une famille bien implantée à Nantes, les cyclo-entrepreneurs. On est plusieurs entrepreneurs à vélo. On a une association qui s'appelle les boîtes à vélo. Donc on est plusieurs food bike à faire des choses à manger, des choses à boire. On est habitués à travailler ensemble. C'est vraiment l'esprit communauté. Je les appelle mes collègues. Et pour moi, c'est mon équilibre. C'est le vélo. Donc travailler à vélo, finalement, ça me fait vraiment du bien. On va tout droit, on va à un événement de Nantes qui s'appelle la Nantes Games Week. Pour la restauration, il n'y aura que des food bikes. Ah super, maison de quartier à droite. Pour cet événement, 4 autres food bikes ont le même programme que Marie-Astrid. Welcome to Sweet Jamaica. This is Kingston. Faire fondre de plaisir et de gourmandise le plus de monde possible. Tu sais que des fois j'ai des personnes qui arrivent, ils prennent une gaufre, après ils reviennent, ils sont comme ça. Ils disent, j'en voudrais une deuxième. Je dis, mais vous avez le droit. Ils disent, c'est trop bon. Je dis, bah ouais. Dans cette communauté, Mélusine, elle, a opté pour la version aiguisée. Alors là, il va peut-être falloir que je fasse attention quand même. Hein. C'est sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dites-moi combien je vous dois. En allant à la rencontre des gens avec son atelier d'affûtage roulant, elle redonne vie à un artisanat ambulant que les anciens n'ont pas complètement oublié. Ça me rappelle le rémouleur qui passait dans le village et il disait rémouleur, rémouleur. Et tout le monde sortait avec ses couteaux. J'aime bien le travail manuel et le contact avec les gens. Enfin, il y a vraiment énormément d'outils qu'on peut affûter et les gens généralement ne le savent pas. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que des fois, vous faites les ciseaux, oui je fais les ciseaux, ils ne pensent pas aux sécateurs, ils accumulent des sécateurs en fait, oui. On reviendra vous voir. Après son travail, Mélusine retrouve Ludovic, son compagnon, et troque son vélo de rémoulage contre un autre vélo à remorque. Direction l'estuaire de la Loire, pour réaliser un autre projet, plus expérimental. Tu vas pouvoir capter des sons sur le bac? Je pense avec le débarquement des voitures et tout, je pense qu'il y aura de la matière du coup. Le projet c'est Nomade Périscope. Le but c'est de faire de la captation sonore et visuelle en itinérance à vélo. Une sorte d'album photo-son. Du coup on a 2 remorques, une pour le son, moi j'ai celle pour l'image, j'ai ma streetbox dans ma remorque. Passionnée par le travail du bois, Mélusine a fabriqué elle-même cette réplique d'appareil photo utilisée au début du XXe siècle par les photographes de rue. Donc ici en fait on va mettre un objectif qui va imprimer sur du papier photo qui est sur la partie coulissante. L'embarquement du bac du Couéron, qui traverse la Loire près de Nantes, est l'endroit idéal pour tester leur dispositif. Ça va vraiment être une photo d'ambiance. Vraiment me rapprocher de ce que Ludo va capter en son. Dans quelques semaines, le duo prendra d'autres routes à vélo pour enrichir cette collection d'ambiance. Dès que tu sors de Nantes,
Tu retrouves une Loire un petit peu plus sauvage? Oui, bord de Loire bucolique. Et c'est quoi cette maison là-bas qui est toute penchée? C'est la Maison dans l'eau, c'est une œuvre du Voyage à Nantes. Le Voyage à Nantes, c'est un festival culturel qui a lieu tous les étés, sur juillet-août. C'est la ville qui l'organise. Et il y a des œuvres un peu partout dans Nantes et aussi aux alentours de Nantes. Et cette maison dans l'eau qui est une reproduction de la petite maison du port de Lavaux-sur-Loire. C'était un port qui permettait d'acheminer le granit bleu. Donc c'était un port très très important, tout petit mais très important. On va prendre le bac pour aller de l'autre côté là, c'est ça? Oui, voilà, on prend le bac, c'est gratuit. Comme tu peux le voir, on va passer devant tout le monde parce qu'on est à vélo. Ouais, là franchement, t'apprécies de être en voiture. En voyant tout ça, je pense à ta vie d'avant, quand tu étais dans la publicité à Paris, avant d'ouvrir ton restaurant à Nantes. C'est quand même un changement de vie énorme. Ça me paraît si loin. J'ai vraiment oublié ce que c'était ma vie parisienne et pour rien au monde, j'échangerais ma vie d'avant avec celle d'aujourd'hui. Je suis vraiment bien aujourd'hui. Même si tu travailles beaucoup, j'imagine. Le rythme est difficile, mais il y a tellement de bons à côté autour que ça fait passer la quantité de travail tranquille. Tiens, regarde le bateau là-bas. Ah oui, dis donc. C'est aussi une œuvre du Voyage à Nantes. On dirait un peu, tu sais, les tableaux de Salvador Dali avec oui, c'est exactement ça. des objets qui coulent. Voilà, les fameuses balades à cheval, comme en Camargue, mais version Loire-Atlantique. Bah, il y a un peu de ça, hein. Un peu plus vert, on voit qu'il pleut plus ici. C'est pas faux, ouais, voilà. C'est un peu moins sec. Et on se débrouille pas mal dans le sable, hein. Ça va, ça l'engère. C'est beau, hein, tout ça, mais ouais, carrément. C'est génial. Tu sais, c'est un peu émouvant pour moi parce que je mesure tout le chemin que j'ai fait là. Ça sent vraiment la fin du voyage. Quand tu arrives à Saint-Brévin, c'est vraiment l'immanquable. Il faut aller voir les pêcheries, c'est hyper typique. Et là, j'en ai repéré une, on va pouvoir aller déguster des huîtres qui nous attendent. Ah, c'est ça alors, le petit cadeau de la fin? C'est ça, le petit cadeau de la fin. Génial. Bah, tu sais comment me parler parce que j'adore ça. Bienvenue sur les pêcheries. C'est beau, dis donc, chez vous. Ah ouais, c'est magnifique. Elle est à l'un d'entre vous deux, cette pêcherie? Non, 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 cette pêcherie, elle appartient à une association qui a 150 adhérents. Et dans l'année, eh bien, chaque adhérent a le droit de réserver 5 pêcheries. Ça veut dire que tu peux venir passer la journée en tant qu'adhérent 5 fois dans l'année dans la pêcherie? C'est pas la journée, c'est la marée, puisqu'il faut pêcher à marée haute. Donc il y a 2 pêcheries par jour. Et vous prenez quoi alors comme poisson? Ici, on prend surtout du congre, de la crevette, quelques sols. Ça dépend aussi des marées. Et moi j'ai entendu parler d'huîtres. Il y a des huîtres alors? Les huîtres, on les prend pas là. Hein. Ouais, les huîtres, non. Et elles sont où alors? C'est par là que ça se trouve. Voilà. Wow. Bon, je vous ai préparé un petit encas, hein. Le verre de l'amitié. Ouais. Eh ben allez à l'attaque. Allez. Si vous voulez un peu de pain, parce que les huîtres avec du pain. Ça va bien, puis il y a le beurre qui va avec le petit C'est quand même la vie, hein. Merci. Vous avez le petit citron qui va bien. Merci. Beurre doux évidemment. Pas trop, évidemment. Oula, le regard. Plutôt Christophe. Jean-Michel, comment tu décrirais les gens d'ici?
Les gens sont calmes, paisibles. Et tu peux dire qu'ils sont très accueillants aussi, quand même. C'est très accueillant, oui. Hein Oui, je peux dire qu'ils sont très accueillants. Éventuellement, ça ne va pas à l'encontre de ce soir. Non, parce que moi, j'étais très bien accueilli depuis que je suis arrivé ici. Ouais. Non, mais est-ce que c'est le côté iodé qui fait ça dans le coin? La campagne et la mer proches l'un de l'autre. La campagne et la mer proches l'un de l'autre, oui, effectivement. Bon, on va trinquer quand même. Oui. Allez. Voilà. À votre accueil. Hein. Merci. Michel. À votre bienvenue, Merci, surtout. Thierry. À la tienne, Séverine. À la tienne. Allez, tout doit disparaître. Oui. Et bien voilà les amis, c'est ici dans cette ambiance conviviale et puis dans ce décor à couper le souffle que se terminent mes échappées belles au fil de la Loire. Ce qui m'a beaucoup plu pendant ce voyage, c'est la diversité de ce que j'ai croisé sur ma route. D'abord la richesse du patrimoine avec les châteaux magnifiques de Saumur et du Val-de-Loire. Et puis la richesse de la nature avec ce fleuve et ses rives verdoyantes qui vient se jeter ici dans l'Atlantique. Et puis enfin, j'ai été touché par la richesse humaine, celle des gens qui m'ont accueilli. J'ai croisé des personnes qui ont une véritable passion, mais qui sont souvent très pudiques. Et malgré cela, j'ai été accueilli à chaque fois vraiment d'une manière exceptionnelle. Mention spéciale pour moi, vu ce que j'aime dans la vie, pour le petit apéro sur l'île de Robinson Crusoe avec Anaël et Thomas en kayak. On croit parfois qu'il faut aller au bout du monde pour vivre ce genre de moment. Eh bien moi, je l'ai vécu au beau milieu de la France. Pour revivre mes échappées belles entre Saumur et l'océan Atlantique, vous le savez, il y a le replay. Puis moi, je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux et pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. Allez, je vais chercher mon vélo. À bientôt les amis!